Après la découverte du Big Bang, des déistes militants se sont réjouis, pensant y voir la main de Dieu. Certains même ont prétendu détenir enfin une preuve de leur théorie en réactualisant la fameuse preuve cosmologique résumée par le syllogisme « Tout ce qui a un début a une cause, l'univers a un début, donc l'univers a une cause, et comme Dieu est la cause de l'univers, Dieu existe. » Sauf qu'ils se sont réjouis un peu vite, car nous allons voir que non seulement aucune des prémices de ce syllogisme n'est avérée, mais encore que ce Dieu n'existe pas. J'avais déjà, il y a un peu plus de 9 ans maintenant, avancé une démonstration de l'inexistence de cette cause, et donc du Dieu de la plupart des religions, assez originale et présentant un intérêt épistémologique en rapport avec la notion d'existence. Ce que nous allons interroger aujourd'hui est la notion de causalité. Et l'intérêt épistémologique va être de dénoncer une faute commune de la pensée humaine, j'ai nommé l'hypostasie, à savoir l'extrapolation d'un concept en dehors de son domaine de validité. Ainsi, on peut se poser la question de la couleur d'une fleur. Mais cela a-t-il un sens de parler de la couleur d'une idée, d'une équation, ou même d'un pays au sens propre, bien sûr? Aucun. Ce n'est pas parce qu'une chose est formulable, par exemple la couleur d'une idée, que cette chose existe. Or, notre esprit tend spontanément à faire exister ce que l'on est capable de formuler. D'où les sens figurés des mots, mais aussi ce que j'appellerais le biais d'hypostasie. Et pour ne pas s'égarer ainsi dans un monde absurde, il faut commencer par bien définir le sens des mots que l'on utilise. Et pour cela, partir de leur usage concret. Qu'est-ce qu'une cause ? Prenons un exemple. Je tiens une bouteille dans mes mains et tout à coup, surpris par un bruit violent, je la lâche et elle se brise en heurtant le carrelage du sol de ma cuisine. Quelle est la cause de l'événement ? La bouteille se brise. On a envie de répondre, le fait que je l'ai lâchée. Ou peut-être aussi, le bruit violent. Sauf que j'aurais pu ne pas la lâcher malgré ce bruit si j'avais été plus précautionneux. Et puis, si le sol n'avait pas été aussi dur, la bouteille aussi fragile, si je l'avais tenue moins haut, elle ne se serait peut-être pas cassée. On voit donc qu'une cause, c'est un événement ou une donnée physique intervenant dans l'explication d'un autre événement dont elle est par définition la cause. Et l'on découvre en passant qu'un événement a généralement non pas une cause, mais plusieurs. Pire, plusieurs causes qui interagissent de diverses façons pour aboutir à leurs conséquences. Ainsi, il y a la cause de la cause, comme ici le bruit, et on aurait pu aller chercher la raison de ce bruit. La cause de la cause étant elle aussi cause de l'événement final, par transitivité. Mais il y a aussi la nécessaire conjonction de plusieurs causes. Comme ici, le lâchage de la bouteille, plus la fragilité de celle-ci, plus la dureté du sol, etc. Ces différentes causes étant chacune nécessaires, mais non suffisantes. Notons ici qu'une cause peut être un événement, et elle est alors antérieure à sa conséquence, mais aussi une donnée physique, et elle lui est alors simultanée. Puisqu'en effet, c'est la dureté du sol au moment où la bouteille le heurte qui importe, pas celle qu'il a pu avoir avant ou après. En tout cas, la notion de cause s'inscrit dans la notion de temps. Dans l'exemple que l'on vient de voir, nous avons plusieurs causes, mais aucune n'est suffisante. Mais peut-il y avoir une multiplicité de causes suffisantes ? Réponse oui. Si un élève a fait plusieurs fautes de calcul, le résultat est généralement faux, mais une seule aurait suffi pour cela. Ça a l'air assez complexe tout ça. On est loin de l'idée
qu'un événement donné aurait tout naturellement une cause. Alors on me dira qu'il en a au moins une, certes pas forcément nécessaire ou suffisante. Sauf que on peut trouver des cas où un événement n'a pas de cause. Si par exemple, je lance un dé et qu'il indique 6, quelle est la cause de l'événement? La face 6 s'affiche. Des petits malins vont peut-être me répondre que ça résulte de la façon dont je l'ai lancé, de sa vitesse initiale, de sa vitesse de rotation initiale aussi, de la vitesse du vent, de la densité de l'air, de l'élasticité de la surface de la table, de la rugosité de celle-ci, etc. Mais il n'y a pas dans ce cas un événement qui apparaît clairement comme étant la cause, ni même comme étant une cause nécessaire ou suffisante. Sans compter qu'en pratique, il faut une précision très élevée dans la mesure de ces différentes données, très difficiles à obtenir, sans oublier bien sûr la difficulté du calcul. Si bien qu'en pratique, la notion de cause n'est pas pertinente ici, ni vraiment définie. Tout au plus, peut-on considérer que l'ensemble de toutes ces données est la cause. Une cause bien théorique, car inexploitable dans la réalité, mais aussi une cause certes suffisante, mais non nécessaire, car on peut obtenir le même résultat de plein d'autres façons différentes, de sorte que l'on peut vraiment dire qu'en pratique cet événement n'a pas de cause. Et pour ceux qui douteraient de la possibilité d'un événement sans cause, sous prétexte que, dans l'exemple qu'on vient de voir, il en existe une quand même, bien que théorique, considérons une particule élémentaire, un électron libre par exemple, que l'on aurait localisé en un point A, puis, quelques instants plus tard, en un point B. Quelle est la cause de ce dernier événement, du fait qu'on l'a trouvé en B et non pas ailleurs? Eh bien là, il n'y en a vraiment aucune. Car à partir du moment où on localise un électron, comme on l'a fait au point A, sa vitesse, en intensité et en direction d'ailleurs, est fondamentalement indéterminée. Plus précisément, elle est d'autant plus qu'on a localisé l'électron avec précision. C'est ce qu'on appelle l'incertitude quantique ou principe de Heisenberg. Et je rappelle que tout ce qui existe est constitué de particules élémentaires. Mais dans certains cas, oui, bien sûr, la notion de cause est pertinente. Si par exemple, au moment de payer mes courses, je vais pour prendre mon portefeuille dans ma poche et que, ô misère, il n'y est pas, cet événement a sûrement une cause. Soit il est tombé de ma poche parce qu'à un moment j'ai fait des bons après avoir oublié de la fermer, soit un pickpocket est passé dans les environs, soit j'ai tout simplement oublié de le prendre. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Et l'identification de cette cause présente un intérêt évident pour moi. C'est bien pourquoi d'ailleurs dans d'autres vidéos j'invite souvent à chercher les causes des problèmes. En fait, la notion de cause, comme souvent, est une notion qui présente un intérêt et une réalité à notre petite échelle humaine pour des situations bien précises. Ce n'est pas une notion absolue et simple, généralisable à tout et n'importe quoi, comme on le présuppose spontanément si l'on n'y prend pas garde. Hypostasie quand tu nous guettes. On peut toutefois étendre ce concept en l'appliquant à autre chose qu'un événement. Par exemple, un objet. Il suffit alors de définir la cause d'un objet comme étant celle éventuelle de l'événement que constitue son apparition. On peut également l'étendre à des ensembles d'événements similaires, ce que l'on appelle un phénomène, lorsque les éléments de l'ensemble ont une cause similaire, qui sera alors par définition la cause du phénomène. Et l'on peut faire pareil pour les ensembles d'objets similaires, par exemple les étoiles au lieu de le soleil, les humains au lieu de Jean-Pierre. Et souvent, paradoxalement, les objets n'ont pas de cause, tandis que l'ensemble auquel ils appartiennent, oui. Prenons l'exemple d'un nuage, sa formation est aléatoire. Mais on peut dire que les nuages se forment par condensation de vapeur d'eau du fait d'une diminution locale de la température. Et de même pour un être humain. Les êtres humains, dans leur généralité, se forment par la rencontre de cellules reproductrices de leurs parents, puis multiplication et différenciation,
Mais ce qui fait que c'est tel spermatozoïde porteur de tel patrimoine génétique qui parvient à destination et que ça va donner Jean-Pierre, tout cela repose sur une grande part de hasard, de sorte que chacun d'entre nous n'a pas une cause précise. Et c'est pareil pour une planète, une étoile, une galaxie. Il y a une grande part de hasard dans l'apparition des différents objets de l'univers. En fait, la quasi-totalité de ces objets, pris individuellement, n'a pas de cause. Or, l'univers lui-même, est-il un objet spécifique ou un ensemble d'objets similaires? C'est évidemment un objet spécifique. Il est donc tout à fait probable qu'il n'ait pas de cause. Et encore moins un créateur, parce que un créateur, c'est une cause événementielle, donc antérieure. Or, premier problème, s'il y a quelque chose avant, c'est donc que l'univers n'est pas tout. À moins de préciser que l'on parle de l'univers matériel, son créateur ne l'étant manifestement pas matériel, mais un créateur immatériel, ne serait-ce pas une magnifique hypostasie? Et il y a encore d'autres problèmes. Déjà, on a supposé que l'univers avait un début. Sauf que, qu'est-ce que le Big Bang au juste? C'est une conséquence de la théorie de la relativité. Celle-ci, en effet, prédit une expansion continue de l'univers, de sorte que si l'on remonte le temps, il finit par se retrouver confiné en un petit volume où toute la matière et l'énergie est concentrée, tellement concentrée que la physique relativiste qui prédisait donc cette expansion n'y est plus valable. Et donc, l'univers n'a aucune raison de continuer à se contracter. En fait, il faut faire intervenir une physique à la fois quantique et relativiste, qui n'est pas encore au point. Les théories candidates les plus en vogue actuellement prédisant un Big Bounce, c'est-à-dire que l'univers en deçà d'une certaine taille rebondit sur lui-même, de sorte qu'il serait bien éternel. Pas de bol pour nos amis déistes militants. Alors, reste que cela n'est pas sûr, et que donc il a peut-être bien un début. Sauf que, même dans l'hypothèse où il aurait un début, en fait, il n'y a pas d'avant, car le temps lui-même commencerait à ce début. Cela paraît étrange, mais pas tant que ça. En fait, les notions avec lesquelles on raisonne sont façonnées par la physique valable à notre petite échelle humaine. Mais dans ce cas-là, nos notions habituelles de temps et d'espace ne sont plus valables. Et donc, en particulier, celle d'un temps qui serait illimité dans ces deux directions. Alors, la notion de cause, je vous laisse imaginer ce qu'il faut penser de sa pertinence à cet endroit-là. Certains déistes ne se démentent pas et expliquent que Dieu est une cause hors du temps, qui donc ne serait pas antérieure. Sauf que là, l'hypostasie est encore plus phénoménale, flagrante, car nous avons vu que la notion de cause n'a pas de sens en dehors du temps. D'autant plus que ces militants ne se limitent pas généralement à parler de cause, mais de créateur, c'est-à-dire d'un être ayant quelque part des caractéristiques humaines, comme la conscience, des intentions, voire même qu'il pourrait communiquer avec nous au point où on en est. Sans commentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de jouer avec les concepts dont on dispose. La science, cette école d'humilité, surclasse non seulement les diverses mythologies, mais encore la métaphysique. La physique, école d'humilité, surpassant la métaphysique. Joli paradoxe. J'ai parlé du Dieu créateur de l'univers. Si pour vous, Dieu, c'est l'amour, vous n'êtes pas concerné. C'est juste que je ne vois pas pourquoi on personnifierait un sentiment. Et je voudrais rassurer tout le monde. Le fait que Dieu n'existe pas n'est pas un problème. Ce concept répond certes à des besoins psychologiques, comme celui d'un père surpuissant, mais c'est un besoin parfaitement surmontable. Il suffit de devenir adulte quelque part, et plus humble, en admettant qu'on n'a pas été enfanté par le créateur de l'univers qui nous aurait fait à son image. Bref, qu'on n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter.
Quant à la morale, on la porte en nous-mêmes, ne serait-ce que collectivement. Pas besoin d'exiger qu'elle ait un fondement à l'échelle de l'univers, voire au-delà, à propos de modestie. Quant au besoin de sens, il peut être satisfait, mais là encore, réfléchissons un peu. Ce sens doit logiquement être un sentiment, car c'est cela qui nous meut, à la base pas une connaissance. Et des sentiments, il n'y en a pas que des fugaces, c'est quelque chose qui se cultive. Nul besoin donc de récompense ou de punition post-mortem. Quoi de plus passionnant que de travailler à une humanité plus harmonieuse, joyeuse et durable? Et cet objectif ne passe-t-il pas, entre autres, par une évolution vers plus d'humilité, de raison, ces choses qui pourraient rassembler tout le monde, qui, contrairement aux croyances, n'alimentent pas la division et le fanatisme? À l'heure où des tribus se font la guerre pour la possession d'un territoire, chacune prétendant que le créateur de l'univers lui en a attribué la souveraineté, guerre produisant, est-il besoin de le rappeler, des souffrances considérables et dilapidant au passage à une vitesse vertigineuse nos maigres ressources naturelles, cela me semble même plutôt urgent. D'où l'intérêt, à leur petit niveau, de mes petites démonstrations et autres propositions. Merci pour votre collaboration au service d'un monde meilleur.